imagine juste cette scène. Tu es policière au département des affaires non résolues et as déjà examiné plusieurs dossiers et preuves de ces affaires. Et tu es frustrée de savoir que plusieurs criminels ont, en théorie, commis le crime parfait et sont en liberté. Un jour, tu lis un livre, une histoire folle, mélange de 50 nuances de grès et d'un thriller criminel. Mais plus tu lis l'histoire, plus tu commences à être surprise. Le personnage principal commet un crime. Il supprime un autre personnage. Jusqu'ici, tout va bien. Le problème, c'est que le crime de ce personnage a beaucoup de détails extrêmement similaires à l'une des affaires criminelles non résolues que tu es en train d'enquêter. Des choses comme l'endroit où le corps a été retrouvé, les marques laissées sur le corps, exactement aux mêmes endroits que les blessures de la véritable affaire. Ce qui t'a surtout troublé, c'est la description précise de la manière dont le corps a été attaché avec une corde. Un type de nœud qui se resserrait à chaque fois que la victime bougeait et essayait de se libérer. Cette information n'avait été révélée ni à la presse ni à quiconque. Seuls les enquêteurs et l'assassin la connaissaient. Est-ce que ce n'était qu'une coïncidence, ou bien quelqu'un a-t-il supprimé une personne et écrit un roman de fiction décrivant son crime en détail? Viens avec moi découvrir cette affaire qui a même inspiré un film avec Jim Carrey, et qui a aussi montré comment. Une équipe d'enquêteurs obstinés a réussi à découvrir plein d'indices de façon les plus surprenantes et a finalement réussi à trouver le coupable. Bonjour à tous, ici Su, bienvenue sur la chaîne. Si comme moi vous aimez les histoires étranges, les faits divers, les théories du complot et les curiosités, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour tout suivre. Et aimez, commentez, partagez, parce que tout cela aide beaucoup de monde ici sur la chaîne, d'accord? Allez, on passe à la vidéo. C'est parti. Aujourd'hui, je vous emmène dans un nouvel endroit, la Pologne. Je vous préviens déjà que je ne parle pas du tout polonais, donc si vous connaissez la langue, soyez indulgents avec moi. Si je prononce mal le nom des personnes ici, d'accord? Dans un coin isolé de la rivière Oder, près de la ville de Wrocław. Ce n'est pas Wrocław, c'est Wrocław. Wrocław, comment on dit ça, les gens? Wrocław, ce sera Wrocław, et puis c'est tout. Par un matin froid de décembre 2000 dans un coin isolé de la rivière Oder près de Wrocław. 3 pêcheurs sont sortis de bonne heure. Ils pêchaient en silence quand l'un d'eux vit quelque chose d'étrange flotter près de la berge. De loin, cela ressemblait à une souche, mais en regardant de plus près, ils se rendirent compte qu'il y avait quelque chose d'anormal. Surprise de... Je crois que j'ai bu trop de vin. Oh là là, mon Christ, tu vas continuer à me regarder et je vais rire. Surpris et méfiants, ils ont décidé de s'approcher pour vérifier. C'est alors qu'ils ont remarqué les longs cheveux noirs et ont vu qu'en réalité, il s'agissait d'un corps. L'eau très froide a bien conservé le corps. Ils l'ont tiré jusqu'à la rive et ont vu que le corps portait des marques montrant que l'homme avait été brutalement agressé. Et il était aussi attaché. D'une façon particulière, ses mains étaient liées derrière le dos, la corde entourant aussi son cou. Le nœud à son cou se resserrait chaque fois qu'il tentait de bouger les mains pour se libérer. La police a été appelée. Bien que le corps ait été assez bien conservé, il était évident qu'il reposait dans la rivière depuis plusieurs jours, voire des semaines. Les enquêteurs ont consulté les registres des disparus et grâce à des caractéristiques comme les cheveux longs et la taille, ont identifié le corps comme celui de Dariusz Jalizanski. Âgé de 35 ans, il dirigeait une entreprise de publicité disparue il y a environ un mois. L'autopsie a révélé que Dariusz avait été torturé, expliquant ses ecchymoses sur le corps. Ils ont aussi constaté que son estomac et ses intestins étaient vides, ce qui signifie qu'il avait été détenu sans rien manger pendant au moins 3 jours avant sa mort. Ils ont aussi trouvé de l'eau dans ses poumons, prouvant qu'il était vivant lorsqu'il a été jeté attaché dans le fleuve. Maintenant, imaginez seulement quelle chose horrible. Il ne pouvait pas nager et chaque fois qu'il bougeait les bras, la corde serrait encore plus son cou. Regarde, quelle horreur! Les policiers cherchaient désormais le coupable et tentèrent de comprendre la raison d'un meurtre si brutal. Ils ont interrogé sa femme et bien que tous les deux aient eu des problèmes dans leur mariage, ils venèrent de se réconcilier quelques jours avant sa disparition. Donc, sa femme n'aurait aucune raison de l'éliminer. Ils ont interrogé ses amis proches, ses associés dans l'agence de publicité, mais ils n'ont rien trouvé de suspect. Dariusz était un homme très sympathique, entouré d'amis, et personne ne connaissait quelqu'un qui aurait eu un différend avec lui. Encore moins pour un crime aussi grave, n'est-ce pas? Lui faire une chose aussi horrible. La police a vraiment tout essayé,
Mais malheureusement, ils n'ont trouvé aucune piste significative. Et même les médias, à l'époque, ont qualifié cette affaire de crime parfait. La police elle-même a contacté l'animateur de l'émission de télévision policière la plus populaire de Pologne. Un programme type Athena, mais version polonaise, tu vois. Ils ont réalisé plusieurs reportages, publiés sur leur site, et reçu de nombreux conseils dans les commentaires, mais rien de vraiment utile. L'affaire s'est progressivement essoufflée. Jusqu'à ce qu'un an plus tard, en 2001, la police finisse par abandonner l'enquête et que l'affaire rejoigne la pile des crimes non résolus. Jusqu'en 2003, lorsqu'un enquêteur nommé Jacek a été transféré au département des crimes non résolus, les fameux cold cases. L'affaire du délet de Darius a beaucoup attiré son attention. Elle a étudié tout ce qui avait été découvert et a remarqué quelque chose d'intéressant. Le téléphone portable de la victime n'a jamais été retrouvé sur les lieux, bien que sa secrétaire assure qu'il l'avait en quittant le bureau. Ce jour-là, elle a pensé que le meurtrier avait sans doute jeté le téléphone dans la rivière avec Darius, mais elle a choisi de suivre cette piste. C'est là qu'elle a eu sa première chance dans l'enquête. Tu vois ? En contactant l'épouse de Darius, elle a réussi à trouver la facture de l'appareil parmi les affaires de son mari. Grâce à cela, elle a obtenu le numéro de série de l'appareil E. En cherchant dans le système, cet appareil était encore actif. Il avait maintenant un autre numéro, mais l'appareil existait toujours. Ils ont découvert que cet appareil avait été acheté et revendu plusieurs fois en 3 ans, à plusieurs personnes différentes qui ont été appelées à témoigner et qui n'avaient rien à voir avec le crime. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à la première vente, qui a eu lieu seulement 3 jours après la disparition de Darius. Regarde ça. C'était sur un site du genre Mercado Livre, mais en Pologne. Le téléphone avait été vendu pour environ 70 € et le nom d'utilisateur du compte du site qui avait fait la vente était un certain Chris Bicept. Ce compte appartenait à Christian Bala. Il était considéré comme un intellectuel, un homme obsédé par la philosophie que tous ceux qui le connaissaient considérait comme quelqu'un d'une intelligence supérieure à la moyenne. Tu vois, il a été le premier de sa famille à aller à l'université. Il a obtenu son diplôme en philosophie à l'université de Wrocław, puis il est devenu professeur et a même possédé une entreprise de nettoyage de maisons. C'était un homme charismatique, ambitieux, persuadé d'être le plus intelligent. Vous connaissez ce genre de personne ? Comme je l'ai dit, il était souvent la personne la plus intelligente. Avec son quotient intellectuel élevé, il avait aussi une grande capacité à manipuler les gens. Avec son air supérieur et mystérieux, il a toujours beaucoup plu aux femmes. Jusqu'à sa rencontre avec Stanislavia, dite Stasia. Ils se sont mariés et ont vite eu un enfant. En enquêtant sur le passé de Christian, l'enquêteur a découvert qu'il était aussi écrivain et avait récemment publié un livre nommé Amok. Allez savoir pourquoi, mais l'enquêteur a décidé d'acheter un exemplaire du livre, peut-être par curiosité, ou peut-être pour mieux comprendre l'esprit de l'homme qu'il était en train d'enquêter. Le livre mêlait romans érotiques explicites et intrigues policières. Regarde, une débauche cachée et générale. Le policier a d'abord remarqué que le personnage principal du livre s'appelait aussi Chris B, comme l'utilisateur du site ayant vendu le téléphone portable et peut-être une abréviation de Christian Bala. Mais les coïncidences ne s'arrêtaient pas là, non. Le personnage était aussi un intellectuel diplômé en philosophie et tout ça. Il existait plusieurs similitudes avec la vie réelle de Christian, sauf que le livre devient sombre lorsque le personnage tue une femme. Ce qui a attiré l'attention du policier, c'est que même si la victime était une femme, la ressemblance avec la façon dont Darius avait été supprimé était frappante. Le personnage avait été torturé, privé de nourriture et finalement attaché exactement de la même manière que Darius l'avait été. Elle a été poignardée et le personnage a vendu le couteau sur le même site Landlords Online où le téléphone avait aussi été vendu. La description de la façon dont elle avait été attachée a rendu l'enquêteur méfiant car cette information n'avait pas été divulguée dans la presse. Personne ne savait qu'elle avait ce nœud spécial attaché autour du cou. C'était trop de coïncidences au goût de l'enquêtrice. Et ainsi, Christian est devenu le principal suspect du crime. Lorsque la police a essayé de convoquer Christian pour témoigner, ils ont découvert qu'il avait quitté la Pologne quelques mois après la disparition. Il a vécu et travaillé dans divers pays ces 3 dernières années. Comme toutes les preuves qui le reliaient au crime étaient superficielles, les policiers n'en avaient aucun moyen de demander l'extradition de Christian, uniquement pour recueillir des témoignages basés sur un mélange de romans érotiques et de crimes comme preuve. Alors, ils ont mis son passeport sur la liste d'alerte pour qu'il soit arrêté s'il revenait en Pologne. Les enquêteurs devaient encore découvrir quel serait le lien entre Darius et Christian. Il a commis ce crime, et pire, de façon brutale. En réexaminant le livre,
ils ont trouvé un nouvel indice. Le personnage du livre avait commis le crime par jalousie. Les policiers ont découvert que Christian avait divorcé et que Stacy vivait toujours en Pologne, mais elle refusait d'aider à l'enquête. Elle affirmait ne rien vouloir savoir de son ex-mari, ce qui a de nouveau ralenti l'affaire. 2 ans plus tard, en 2005, le passeport de Christian a été signalé à son retour en Pologne. Il rendait visite à ses parents et a été arrêté puis emmené au commissariat pour interrogatoire. Pendant l'interrogatoire, Christian est resté arrogant, convaincu d'être le meilleur et de pouvoir manipuler la situation. Au début, il faisait mine de ne pas comprendre. Il se moquait même de l'idée qu'il ait écrit un livre pour s'auto-incriminer dans le meurtre d'un homme qu'il disait ne pas connaître. Mais c'est alors que son ego a réapparu et il a fini par dire une seule chose. L'un des enquêteurs a demandé « Qui t'a aidé à supprimer Darius ? Tu as sûrement eu de l'aide, car un gars comme toi ne peut pas faire ça seul à un homme de la taille de Darius. » Il a répondu instinctivement « Je n'ai pas eu besoin d'aide, je m'en suis occupé seul. » Cette réponse a surpris tout le monde. Il venait tout juste d'avouer le crime, mais Christian s'est tout de suite rendu compte de la grosse erreur qu'il venait de faire, alors il a commencé à faire semblant de se sentir mal. Ils ont même dû appeler les ambulanciers qui l'ont pris en charge et ont expliqué la situation. Il mentait probablement. L'interrogatoire a repris. Il a immédiatement nié ses aveux. Graphicura refuse de s'en souvenir, et aucune comparaison de cas n'existait. Des échantillons délicats, des psychologues ont conclu qu'il avait un type spécifique de comportement sociopathe avec de forts traits narcissiques. Et qu'il se considérait beaucoup plus malin et intelligent que le reste de la population. Regarde-le, le cher. Pour lui, tout cela n'était qu'un jeu et il prenait plaisir à manipuler les gens et le système. Mais sans cet aveu, et seulement avec ce crime fictif, qui avait quelques similarités avec son livre de porno Chanchada. Les policiers se sont lancés à fond pour découvrir quel était le lien entre Christian et Darius, puisqu'il affirmait n'avoir jamais vu la victime de sa vie. Comme je l'ai dit plus tôt, l'ex-femme de Christian refusait de coopérer. Cette fois, l'enquêteur est venu chez elle avec le livre de son ex-mari. Il lui a montré un personnage appelé Mary, et Stacia a commencé à lire le livre et à s'énerver de plus en plus. Cette Mary était inspirée de Stacia, et de nombreux détails de la vie du personnage étaient identiques à ceux de Stacia dans la vraie vie. Ça a été la goutte d'eau, elle était furieuse. Ayant écrit des livres et des personnages inspirés d'elle, elle a choisi de s'exprimer ouvertement. Elle a dit qu'ils se sont rencontrés à 23 ans, il était charmant et séduisant, et elle a succombé à son charme. Cependant, dès qu'ils se sont mariés, il a changé. À la maison, il était un homme jaloux, contrôlant et violent. Mais lorsqu'ils étaient à des événements sociaux, il était charmant et charismatique, comme il l'a toujours été. Elle a enduré un véritable enfer pendant plusieurs années. Il la trompait énormément, sortait toujours le week-end et l'obligeait à rester à la maison. Elle connaissait toutes les maîtresses, mais se sentait impuissante. En 1999, lors d'une de ses colères, il l'a agressée et elle a demandé le divorce. Sauf que Christian n'acceptait pas la séparation. Son obsession pour son ex-femme devenait de plus en plus intense. Un jour, il l'a suivie jusqu'à un bar, et en la voyant dans un groupe d'amis où il y avait d'autres hommes, il a eu une crise de colère et l'a menacée de mort. Sur place, il a fait un scandale devant tous. Quelques mois après, Stacia, au bar avec 2 amis, a rencontré Darius. Ils ont parlé toute la nuit et ont prévu de prendre un café le lendemain. Au café, ils ont davantage discuté et semblaient pour bien s'entendre. Darius a raconté qu'il était encore marié, mais qu'il avait des problèmes et qu'il était en train de divorcer. Ils ont discuté quelques heures, puis sont repartis sans jamais se revoir. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Christian avait engagé un détective privé pour suivre son ex-femme. Darius a raconté la rencontre au bar du café le lendemain, et il a même pris des photos de Darius pour Christian. Ça a fait perdre la tête à Christian. Il s'est précipité chez Stacia et a défoncé la porte. Il a dit qu'il savait qu'elle sortait avec ce Darius, il l'a traité de traînée et il l'a même frappé. C'était une scène vraiment horrible, les gens. C'était la première preuve que Christian connaissait l'identité de Darius, alors qu'il jurait dur comme fer pendant l'interrogatoire, qu'il n'avait jamais vu cet homme de sa vie. Christian a encore été arrêté par la police, cette fois sous l'attention des médias. Le peuple polonais est resté troublé par la potentielle histoire d'un meurtrier. Écrire un roman policier fictif, mais qui, en réalité, était une confession secrète de son propre crime. Avec cela, les ventes du livre ont explosé,
Et durant la détention provisoire de Christian, son livre est devenu un best-seller national. L'affaire est devenue une véritable obsession, les gens essayant de découvrir des détails secrets dans l'histoire, discutant du livre et tentant de résoudre le crime avant la police. C'était complètement fou. Christian semblait adorer tout ça. Sa stratégie était de tourner en dérision la version de la police, qui n'avait toujours aucune preuve concrète contre lui. Et tout était basé sur l'histoire d'un livre de goût plutôt douteux. La défense de Christian ironisait, disant qu'il était peu probable qu'il commette un crime et qu'il s'incriminerait en écrivant un livre pour laisser des indices partout. Et convenons qu'il avait en quelque sorte raison sur tout cela. Et il semble que le juge était d'accord avec lui, car il a interdit que le livre soit utilisé comme preuve au tribunal. Tous les médias étaient focalisés sur l'affaire, et baser un procès sur un livre érotique donnait une très mauvaise image. L'opinion était divisée. Mais même le fait qu'il soit retourné en Pologne des années après son crime a fini par jouer en sa faveur. S'il avait commis le crime parfait, effacé quelqu'un sans être découvert, pourquoi serait-il revenu en Pologne? Aurait-il des remords s'il était coupable? Finalement, il a été relâché et seulement accusé de recel de vol. Il a dit avoir acheté le téléphone de Darius à un inconnu et l'avoir revendu sur un site d'enchères. Ainsi, l'affaire du délai de Darius semblait rester sans solution. L'enquêteur Jacek restait obsédé par la résolution de l'affaire, surtout après l'aveu inutilisable. Il était certain que c'était Christian et il allait tout faire pour le prouver. La secrétaire de Christian a alors dit à la police qu'un homme avait appelé le bureau le matin de la disparition pour parler à Darius. Il n'était pas là, alors l'homme a insisté et a demandé son numéro de portable parce qu'il voulait engager les services de l'agence de publicité. La secrétaire a donné le numéro et ils n'ont plus jamais revu Darius. Les policiers ont retracé l'appel et il avait été passé d'une cabine téléphonique qui se trouvait de l'autre côté de la rue du bureau. À mon âge, on utilisait des cartes téléphoniques dans les cabines. Alors, même si les policiers ne pouvaient pas savoir à qui appartenait cette carte, ils ont réussi à obtenir l'historique des appels effectués avec cette carte. Et tous les numéros étaient liés à Christian Tinam. Il y avait des appels à ses parents, à l'université où il travaillait, à des amis de Christian. Il était plus que prouvé que cette carte lui appartenait et que c'était lui, cet homme mystérieux, qui avait appelé Darius le matin de la disparition. Munis de cette information, les policiers ont perquisitionné la maison des parents de Christian. Il avait laissé plusieurs affaires chez ses parents avant de quitter le pays, quelques mois après le crime. Lors de cette perquisition, ils ont enfin trouvé une preuve solide que Christian avait bien rencontré Darius en personne. Ils ont découvert un agenda où Darius consignait ses rendez-vous et les activités de son agence de publicité. Ils ont également trouvé un stylo avec le logo de l'agence de Darius, que sa secrétaire a reconnu comme étant son stylo personnel. L'histoire affirmant que Christian ignorait qui était Darius s'est écroulée. Christian a été jugé et a nié toute culpabilité. Il affirmait que le livre était sans lien avec le crime et que les preuves circonstancielles devaient être annulées. Les procureurs ont affirmé que Christian avait tué Darius par jalousie envers son ex-femme, qu'il avait tendu un piège pour attirer Darius dans un endroit où il l'a agressé et torturé pendant 3 jours, pour l'attacher avec un nœud spécial et le jeter dans la rivière pour qu'il se noie. Regarde, quelle chose horrible. En plus de ces preuves que j'ai mentionnées, les enquêteurs en ont encore présenté une autre pendant le procès. Tu te souviens de cette émission de télévision qui a essayé d'aider à résoudre le crime ? Tu te souviens qu'ils avaient plusieurs commentaires sur les articles du site qui donnaient des indices, mais que c'étaient de fausses pistes qui ne menaient nulle part, n'est-ce pas ? Ils ont pu tracer l'adresse IP d'où venaient les commentaires. Par pure coïncidence, la localisation correspondait précisément au pays où Christian vivait alors. Un commentaire venait des États-Unis, quand il y travaillait comme professeur, un autre venait de Thaïlande, quand il y vivait, et ainsi de suite. Autrement dit, Christian suivait toujours les médias et les enquêtes sur le crime et essayait activement de saboter les investigations en laissant de fausses pistes dans les commentaires. Regarde, c'est vraiment étrange. Finalement, en 2007, le procès a pris fin et il a été condamné à 25 ans de prison. Il maintient aujourd'hui son innocence et affirme être en prison. Injustement, il a promis d'écrire une suite à son livre depuis la prison, mais rien n'a encore été publié. Je suis sûre que ça serait devenu un autre best-seller, puisque les gens aiment les histoires folles, comme toi et moi. Ici de l'autre côté, on adore aussi ces choses-là. Alors voilà mes amis, quelle histoire folle, n'est-ce pas ? Ça t'a plu ? Laisse déjà ton like, laisse ton commentaire, dis-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo.
Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, profites-en pour t'abonner maintenant et partage aussi avec ceux qui aiment les choses vraiment folles. Partage tout de suite, d'accord? Et restez connectés pour la prochaine vidéo. Salut! Celle-ci était intense, tous ces noms polonais. Mon Dieu, Sainte Marie, oh le vin, dimanche soir.